tous et à toutes. Donc, je vais juste couper ma caméra puisque, comme je disais à Codou, je pense que j'aurai pas assez de bande passante. Donc, pour pas qu'il y ait de bugs, je la coupe et je vous mets la présentation hop, en plein écran. Donc, j'espère que vous allez tous pouvoir la visualiser. Dites-moi si vous voyez tous. C'est tout bon. Hop, ok, super. Alors, le but aujourd'hui de cette formation, c'est de comprendre qu'est-ce que le crowdfunding et quelles sont les étapes clés pour que votre campagne ait du succès. Alors, juste un petit mot de présentation. Donc, je m'appelle Fiona, je fais partie de l'équipe d'accompagnateurs de chez Ulule et j'accompagne les projets plus particulièrement dans la catégorie santé et bien-être. Donc, la cosmétique en fait partie. La cosmétique ne m'est pas inconnue puisque avant de travailler chez Ulule, donc ça fait à peu près 1 an et demi que je travaille chez Ulule, j'ai travaillé en tant que chef de produit donc dans le groupe Coty, pour lequel j'ai travaillé pour plusieurs marques de maquillage notamment. Donc voilà pour ma petite présentation. Et maintenant, si je passe à Ulule, donc Codou l'a très bien présenté tout à l'heure. Donc Ulule est une plateforme de crowdfunding qui a été créée en 2010. Donc aujourd'hui, on aime se présenter comme le premier incubateur participatif de projets à impact positif en Europe. Et notre mission, c'est de donner à chacun et chacune le pouvoir d'agir pour un monde plus divers, plus durable et plus ouvert. Quelques chiffres rapidement que vous pouvez retrouver sur notre site. Donc, pour vous donner une idée, Ulule, c'est environ 3 millions de membres dans le monde entier. Et ça représente plus de 30 000 projets financés avec succès pour un total de fonds collectés de près de 190 millions d'euros. Donc voilà, ça c'est pour la petite présentation d'Ulule. En règle générale, on n'est pas tout seul puisqu'on on a un écosystème assez développé, donc plusieurs médias relaient nos campagnes assez fréquemment. Et il y a également des appels à projets. Donc, c'est des marques qui viennent soutenir des projets à impact positif via divers abondements. Parmi la catégorie santé et bien-être, donc elle représente un peu plus de 300 projets financés avec succès et 4 millions d'euros de fonds collectés. C'est une catégorie qui est en constante évolution. On a de plus en plus de projets cosmétiques, santé et bien-être à impact positif, responsables, éco-responsables, qui viennent se lancer sur la plateforme. Et ça représente à peu près plus de 100 000 contributeurs et contributrices. Parmi les success stories, je ne vous présente pas 900 Care et Respire. On en viendra un petit peu plus en détail tout à l'heure. Je sais que moi, j'ai beaucoup de porteurs de projets qui me parlent de ces deux campagnes-là, puisque c'est les vrais success stories Ulule. Donc, Respire avec le plus grand nombre de contributeurs donc dans la catégorie santé-bien-être et 900 Care, ce sont les porteurs de projets qui ont récolté le plus de fonds, pareil dans la catégorie santé-bien-être. Et si vous souhaitez aussi donc regarder d'autres campagnes dans la catégorie cosmétique, je vous invite à vous rendre sur ma channel où vous avez vraiment une sélection de projets cosmétiques, tous de très beaux projets pour vous donner des idées et pour vous inspirer. Donc concrètement, comment ça marche? Qu'est-ce que le crowdfunding? Donc le crowdfunding, c'est faire appel à un grand nombre de personnes pour faire financer un projet. C'est un concept qui n'est pas nouveau, puisque des monuments tels que la Sagrada Familia ou la Statue de la Liberté ont été financés via des fonds publics. Donc, le crowdfunding, mais c'est un concept qui a été démocratisé dans les années 2010 avec des plateformes comme Ulule. Donc, l'objectif, il y en a plusieurs. Donc, ça peut vous permettre de collecter ou de prévendre un produit, un service de façon simple.
Ça vous permet aussi de tester un marché. Est-ce que le projet, suscite l'intérêt, de mes contributeurs? Hem, Ça vous permet aussi de gagner, en visibilité et d'agrandir votre communauté. Alors les points clés, d'une campagne de crowdfunding, premièrement, il faut un projet. Donc le projet, il peut être créatif, entrepreneurial, mais surtout, il faut que ce soit un projet qui soit capable de, fédérer une communauté. Donc je vous cite quelques exemples, de projets qui seraient acceptés sur Ulule. Donc par exemple, la prévente, d'un produit ou d'un service. L'ouverture, d'un lieu, donc un pop-up store, une savonnerie, un spa, un salon de tatouage. Vraiment, ben, ça, ce sont des projets capables de fédérer une communauté. Ou alors ça peut être aussi des projets associatifs. Donc par exemple, on avait, l'association Unisop, qui, récolte des savons, d'hôtel, pour donner accès à l'hygiène au plus grand nombre. Et quels sont les projets, qui, ne vont pas être acceptés sur la plateforme? Donc c'est des projets qui n'ont pas une dimension qui permettent de fédérer une communauté. Donc par exemple, le financement d'une idée. Alors, je vais m'expliquer un petit peu plus sur le sujet. Par exemple, on reçoit souvent des propositions, voilà, j'ai une idée, j'aimerais, financer une marque, par exemple, de maquillage, à dimension éthique, éco-responsable. C'est une idée, le projet n'est pas concret. Donc, il faut qu'un projet soit un minimum avancé pour pouvoir lancer sa campagne. Si vous n'avez pas les produits, si le stade est encore trop, peu avancé, en tout cas pour lancer une campagne, on va refuser, le projet. Ensuite, si vous avez déjà un site internet et que les produits sont déjà en ligne et que vous souhaitez, heu, créer une campagne, parce que vous vous dites que ça va vous permettre, d'agrandir votre communauté et peut-être de mieux vendre vos produits, non, c'est pas non plus une bonne idée puisque vous allez multiplier, les plateformes et en tant que contributeur, je préférerais certainement passer par votre site puisque je n'aurai pas à attendre la fin de la campagne pour recevoir, mon produit. Ensuite, financement d'une formation professionnelle. Alors ça aussi, on en voit régulièrement. Alors ça, c'est trop personnel, pour pouvoir, financer une campagne de crowdfunding. Hem, c'est vraiment un projet, qui vous concerne vous et ça n'a pas, capacité à fédérer une communauté hormis, votre cercle très proche. Et ensuite, la la les préventes de produits et services destinés uniquement au B2B, donc aux professionnels, ça ne fonctionne pas non plus sur Ulule puisqu'on est vraiment, sur une plateforme B2C, donc directement aux consommateurs, aux contributeurs. Donc ces projets destinés exclusivement, aux professionnels, ne seront pas non plus, acceptés, sur la plateforme. Donc voilà un petit peu, un récapitulatif des projets. Ensuite, 2 autres points clés sur la campagne, ce sont l'objectif et la durée. Donc j'y reviendrai, tout à l'heure, un peu plus en détail. Donc il faut que l'objectif soit réaliste, puisqu'à savoir que, Ulule fonctionne sur le principe du tout ou rien. C'est-à-dire que, si vous n'atteignez pas l'objectif fixé, tous les contributeurs vont être remboursés et ben, vous ne gagnerez rien. Ensuite, il faut une durée de collecte optimale, donc une durée, en fonction de l'objectif à atteindre, j'y reviendrai un petit peu, tout à l'heure. Ensuite, il faut une belle histoire. Il faut susciter l'adhésion, des contributeurs grâce à un storytelling. Donc, pourquoi vous avez créé ce projet, quels en sont les bénéfices? Vraiment une histoire claire et détaillée de votre projet. Puis ensuite, des contreparties. Donc, les contreparties, c'est ce qui va permettre aux contributeurs de participer. Donc il faut les convaincre. Vous pouvez, proposer des contreparties donc symboliques, matérielles ou expérientielles. Ça, c'est à vous de voir, ce que vous pouvez proposer et je vous invite aussi à prendre contact avec votre coach pour qu'il puisse, vous aiguiller là-dessus.
Alors moi, j'aime bien rappeler cette règle des 4 C. Donc une campagne réussie, qu'est-ce que c'est? En résumé, c'est un créateur ou une créatrice de projet qui est investi et active, tout au long de la campagne. Vraiment quelqu'un qui est impliqué. Ensuite, il faut une communauté, donc une communauté engagée, qui va, diffuser le projet, qui va partager, à sa propre communauté pour faire, fonctionner ce bouche à oreille et cet effet boule de neige. Ensuite, il faut une communication qui est adaptée à votre objectif, adaptée à la cible que vous visez. Et ensuite, des contreparties qui sont attractives. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Donc, premièrement, commençons avec la communauté. Donc, la communauté, c'est vraiment la base du crowdfunding. Dans crowdfunding, vous avez crowd, donc communauté full, et puis funding, donc les fonds. Donc, vraiment, la communauté, c'est la base du crowdfunding. Et nous, on parle de 3 cercles de financement. Donc, votre premier cercle, c'est votre famille, vos amis, c'est vos proches. On estime à peu près à 30% de l'objectif. Votre premier cercle doit financer au moins 30% de l'objectif pour ensuite que vous puissiez élargir la communication et passer au deuxième cercle. Donc, il est hyper important dans un premier temps, quand vous allez lancer le projet, que votre premier cercle vous appuie et vous soutienne pour ensuite que vous puissiez élargir votre communication. Pourquoi? Alors nous, on aime rappeler le principe du restaurant vide et du restaurant plein. Si vous trouvez dans une ville que vous ne connaissez pas et vous êtes face à 2 restaurants, un restaurant dans lequel il y a de l'ambiance, il y a beaucoup de personnes, et un restaurant plutôt vide où finalement il y a très peu d'ambiance, vous allez forcément vous tourner vers le restaurant plein. Donc pour le crowdfunding, c'est exactement la même chose. Il faut qu'il y ait des contributeurs pour que des personnes qui vous connaissent pas, qui ne connaissent pas le projet, eh bien, soient convaincues et participent à leur tour. Donc voilà, on est dans le premier cercle dans un premier temps, puis on élargit la communication à votre communauté. Donc c'est plutôt des personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux, qui ne vous connaissent peut-être pas personnellement, mais en tout cas qui suivent le projet sur les réseaux sociaux. Et enfin, le troisième cercle, donc, qui est le grand public. Et le grand public, vous allez pouvoir le capter via des médias, via des pubs, via des influenceurs. Donc j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, mais voilà, sachez que ces 3 cercles sont hyper importants et il est vraiment super important de suivre ce principe, et en tout cas de communiquer premièrement au premier cercle, puis second cercle et enfin le troisième cercle. On vous conseille de bâtir votre communauté en amont. Donc il faut savoir que beaucoup de personnes peuvent croire qu'en ouvrant leurs réseaux sociaux, puis en lançant leur projet, ils vont faire grandir leur communauté en même temps que le crowdfunding. C'est faux. Il faut vraiment, moi je vous encourage à ouvrir vos réseaux sociaux en amont de la collecte. Il faut préparer le terrain au maximum. Donc, premièrement, vous allez inviter évidemment votre premier cercle et il va falloir, eux, les motiver, les encourager, en tout cas leur expliquer le principe du crowdfunding pour qu'ils partagent aussi vos réseaux sociaux autour d'eux et faire monter un petit peu votre communauté. Je vous invite aussi à faire des petites listes Excel avec ces fameux principes 3 cercles. Donc, premier cercle, ce sera tous vos proches et vous allez les solliciter dès le lancement. Donc, ça va être facile. Et ensuite, c'est surtout pour le troisième cercle où vous pouvez commencer à créer une base de données de journalistes principalement que vous allez contacter donc, un petit peu en amont du lancement pour, pourquoi pas, leur envoyer un communiqué de presse. Ça aide. Puis, vous pourrez les relancer pendant la campagne. Et enfin, on en parlait tout à l'heure, créer des réseaux sociaux donc dédiés au projet.
je vous déconseille de lancer tous les réseaux sociaux puisque ça va vous demander aussi du travail. Donc, vraiment sélectionner les réseaux sociaux que vous allez utiliser, donc Facebook, Instagram. Si vous n'utilisez pas Twitter, si vous n'êtes pas familier avec Twitter, ça ne sert à rien d'ouvrir un compte Twitter juste pour l'ouvrir, puisqu'il vaut mieux se focaliser sur des réseaux sociaux sur lesquels vous allez être actif. Quelques best practices, alors beaucoup de porteurs de projets pour, justement, bah, ouvrir en fait, une base de données, je vais y arriver, créer une base de données, pour, en amont de leur lancement, vont créer des landing pages. Donc les landing pages, c'est une page sur lequel vous allez expliquer, très, très rapidement votre projet et en tout cas susciter l'intérêt, des, futurs contributeurs. Donc vous pouvez, les attirer en leur disant, que vous allez pouvoir, tester, les produits en avant-première, donc faire du bêta testing ou bien, profiter, de tarifs avantageux dès le lancement. Donc en fait, sur cette landing page, ils vont juste laisser leur mail et vous allez pouvoir communiquer avec eux en amont, du lancement et faire monter cet effet d'attente, hem, donc juste avant le lancement. N'hésitez pas à teaser le projet en faisant des J-5, J-3, jour J, et en dévoilant de plus en plus de détails, en vous approchant du lancement de votre campagne. Vous pouvez aussi utiliser des outils tels que Kickoff Labs, donc c'est un système de parrainage, de marrainage qui va vous permettre de multiplier le nombre de personnes inscrites donc à votre newsletter puisque, les personnes qui s'inscrivent, sur votre landing seront des personnes qui vont vous suivre et qui seront, dans votre base de données de newsletter. Sur Ulule, on vous donne aussi la possibilité, de communiquer sur, votre lancement. Donc à savoir que quand vous déposez un projet et que votre projet est accepté, vous allez avoir accès à une page brouillon. Cette page brouillon, en fait, si vous la partagez, si vous partagez, l'URL à une personne, qui ne fait pas partie de votre équipe, elles vont tomber sur, ce petit coming soon où elles vont pouvoir s'inscrire et elles recevront, un mail dès le lancement du projet et pour celles qui n'ont pas, contribué, pendant toute la durée de la campagne, elles recevront un mail de rappel 48 heures avant la fin du projet. Donc c'est un outil qui est hyper intéressant à utiliser, et je vous incite vraiment à le partager autour de vous dès que vous avez déposé, votre projet sur Ulule. Ensuite, tout à l'heure, je vous parlais de, l'importance de créer un storytelling et l'importance de, l'implication du porteur de projet dans la réussite d'une campagne. Donc vraiment, ces 2 points sont essentiels. Il faut vraiment une belle histoire à raconter et une implication forte, du porteur de projet tout au long de la campagne. Il faut vraiment que vous incarniez le projet. Donc pour ça, je n'ai pas, de meilleure, histoire que Justine, qui a créé Respire. Donc je pense que vous la connaissez toutes. Donc Justine, c'est vraiment une personne qui continue aussi, aujourd'hui d'incarner la marque, qui s'est beaucoup mise en avant, de par son histoire, sur le projet. Elle a vraiment été, hyper investie, tout au long de la campagne. Donc qu'est-ce qui explique aussi, le succès, de Respire? C'est une histoire qui parle à chacun. C'est un produit, qui a convaincu, le grand public. À savoir que, Justine, quand elle s'est lancée, elle avait déjà une communauté. Elle avait environ, 30 000 personnes, qui la suivaient. Ces 30 000 personnes, en fait, la suivaient sur son compte personnel. Elle avait un compte, plutôt, dédié, sport. Donc elle avait déjà une belle communauté. Elle partait pas de zéro, mais son histoire a aussi convaincu. Elle a eu une très belle visibilité auprès des médias et tout ça a fait que ça a fait effet boule de neige, et elle est maintenant la campagne qui a eu le plus de contributeurs, sur la catégorie, santé et bien-être. Autre success story dont je vous parlais tout à l'heure, donc ça, c'est, le projet,
dans la catégorie qui a eu le plus de fonds collectés. Donc 900 Care, vous avez très certainement dû en entendre parler. Donc 900 Care, pareil, ils ne sont pas arrivés au top de la catégorie par hasard. Ils ont fait une grosse préparation en amont du projet. Ils avaient 10 000 bêta-testeurs et une base de mail très solide. Il me semble qu'ils avaient environ 50 000 leads. Donc, vraiment, il y a eu un travail de préparation en amont du projet. Et en plus de ça, voilà, ils ont une vidéo hyper impactante et qui changeait une page attractive. Les produits aussi ont un design vraiment novateur et sont des produits à impact innovant. Donc, ça a aussi convaincu le public. Et enfin, ils avaient une grosse stratégie de communication, un budget pub considérable et aussi un budget influence. Donc, ces 2 projets-là sont de belles success stories, mais c'est vraiment aussi pour vous dire qu'ils sont arrivés là puisqu'il y a eu beaucoup de travail en amont et surtout une communauté qui a été travaillée pendant des mois avant de se lancer. Ensuite, parlons objectifs. Alors, sur Ulule, vous avez 2 types d'objectifs, donc objectif pré-vente et un objectif financier. Donc, par exemple, si vous comptez lancer un nouveau produit, je vais vous conseiller de partir sur la pré-vente. Donc là, on a l'exemple de Lisa avec le shampoing Lao, qui interviendra tout à l'heure. Et puis ensuite, on a un objectif financier. Donc, par exemple, là, on a la création d'une savonnerie artisanale où là, si vous voulez, ça fait plus de sens de partir sur un objectif monétaire puisque votre premier cercle, par exemple, pourra vous contribuer via des dons simplement ou bien évidemment en contribuant aux contreparties, mais il y a aussi ce système de dons qui est assez important dans ces projets-là. Donc ensuite, il va falloir mesurer la faisabilité de son objectif en faisant des petites estimations, tout simplement. Donc premièrement, notre conseil, c'est partez sur le minimum vital plutôt que sur la somme idéale. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, si votre objectif premier n'est pas atteint, tout le monde sera remboursé. Donc il faut vraiment partir sur le minimum tout en sachant que vous avez la possibilité de le dépasser via des paliers de dépassement. Donc, une fois les 100% atteints, vous allez communiquer sur les 150%, voire 200%, en communiquant bien sur qu'est-ce que vous allez faire par la suite. Ensuite, vous pouvez faire des petites estimations. Donc, la contribution moyenne sur Ulule, elle est de 50 €. Donc, en faisant une petite estimation, voilà, en vous disant, voilà, mon objectif est de 5 000 €. Si je me dis que la contribution moyenne est de 50, je vais avoir besoin de 100 personnes. Est-ce que c'est possible? Est-ce que mon cercle 1 va pouvoir m'apporter au moins 30% de mon objectif? Oui, non. Et ensuite, il va falloir soit revoir l'objectif ou bien repousser le lancement pour pouvoir, comme je vous le disais, agrandir votre communauté en amont du projet. Ensuite, ne misez pas uniquement sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Puisque toutes les personnes qui vous suivent sur Instagram ou Facebook ne vont pas se transformer en contributeurs. On estime le nombre de personnes qui vont se transformer en contributeurs entre 1 et 10%. Donc, vous pouvez penser que c'est assez peu, mais en tout cas, c'est un bon chiffre pour vous dire, bon, OK, ma communauté sur Facebook est de 1000 personnes. Les 1000 personnes ne vont pas forcément contribuer. Donc, vous pouvez faire des petites estimations dans ce sens. Et ensuite, pour calculer votre objectif, prenez tout en compte. C'est-à-dire pensez au coût des contreparties, donc à la production, aux frais de livraison, à la commission Ulule. Donc, on a une commission qui est de 8% et qui est appliquée uniquement si vous atteignez votre objectif. Et ensuite, aux différentes taxes, donc TVA, les prix affichés des contreparties sont TTC aussi. Donc, vraiment, pensez à tout.
Et enfin, quelques chiffres sur la catégorie santé bien-être pour vous rendre un petit peu compte. Donc, la moyenne des fonds collectés est de 7 000 € avec 150 contributeurs en moyenne sur les campagnes. Et la contribution moyenne, elle est un tout petit peu plus faible que la contribution globale Ulule, elle est 46 €. Ensuite, il va falloir définir une durée pour votre projet. Donc, il faut enfin, vous pouvez à savoir que sur Ulule, vous pouvez avoir une durée qui va jusqu'à 90 jours. 90 jours, c'est énorme. Nous, on vous conseille en règle générale de partir sur une durée de 30 à 45 jours en fonction de votre objectif. En fait, pourquoi, ne pas partir sur une durée trop longue? Puisque vous avez, une dynamique, de campagne qui est en forme de U. Donc vous avez un pic dès le départ qui correspond à l'effet nouveauté et au fait que tous vos contributeurs, enfin votre premier cercle va contribuer, votre communauté, on va dire un peu plus élargie sur les réseaux sociaux et aux personnes qui sont inscrites, sur votre newsletter. Donc ça, c'est le pic de départ. Puis ensuite, les contributions ont tendance à s'essouffler. Donc c'est normal en fait, tout le but de la campagne, c'est aussi de l'activer et de l'animer. Donc, en fait, pour éviter que cette période d'essoufflement, enfin de contribution où elles sont un peu plus faibles, soit trop longue, il va falloir raccourcir un peu la campagne et donc partir sur 30 à 45 jours. Puis ensuite, vous avez un pic, sur la fin qui correspond à l'effet d'urgence que vous allez créer via un petit décompte. J'y reviendrai tout à l'heure. Ça correspond aussi à toutes les personnes qui ont procrastiné et qui vont se réveiller à la fin de la campagne. Donc voilà, partez sur une durée courte qui va vous permettre d'avoir une campagne beaucoup plus dynamique, des contributeurs engagés et puis éviter cet effet de procrastination. On me demande aussi souvent quels sont les meilleurs mois pour collecter. Donc là, vous avez un graphique assez simple où vous voyez que août et décembre, ce sont des périodes où on collecte au final assez peu. Pourquoi? Puisque vous avez les vacances. Donc en décembre, on va arriver sur les fêtes de fin d'année où les gens sont beaucoup moins mobilisables et sont beaucoup plus déconnectés. Et en août, c'est la même chose, ça va être les vacances d'été. Donc, je vous invite plutôt à privilégier des périodes donc de septembre jusqu'à novembre, puis ensuite de janvier jusqu'à fin juillet, mais ne vous lancez pas sur août ou décembre. Ensuite, on va parler de la page Ulule. Donc, je vous le disais tout à l'heure, quand vous allez déposer votre projet, donc vous allez soumettre une proposition de projet, on va l'accepter et vous aurez accès au brouillon de votre page. Donc là, vous avez l'exemple d'Ansem, donc un projet qui est encore en ligne et qui a une très belle page. Donc, je vous invite à aller voir. Et qu'est-ce qui fait qu'une page est attractive? Donc, premièrement, un titre et un sous-titre qui sont clairs et concrets. Il faut qu'on comprenne directement quel est l'objet de la campagne. Donc là, on voit très bien que la marque, c'est Ansem, qu'il s'agit de cosmétiques upcyclés et quels sont les produits shampoing après shampoing et nettoyant corps. Donc voilà, le titre est clair et concret. Ensuite, il va falloir une image principale, pareille, qui incarne le projet. Il faut en fait, si vous voulez, quand on arrive sur la page, principale du LUL, si on voit la miniature, il faut comprendre directement de quel projet il s'agit. La vidéo n'est pas obligatoire, mais je vous recommande fortement, d'en faire une puisque elles sont vraiment très regardées. Il y a des contributeurs qui vont juste regarder la vidéo puis participer ensuite. Donc, il faut une vidéo qui soit synthétique, donc 1 minute 30, dynamique et idéalement qu'elle soit sous-titrée pour les personnes qui la regardent sans son.
Ensuite, vous avez plusieurs, parties à compléter. Donc à propos du projet, donc là, c'est une description de votre projet. Il faut répondre aux questions, basiques, donc qui, quoi, où, comment, pourquoi, voilà, il faut vraiment, qu'on ait tous les détails, dans cette partie-là. Ensuite, vous avez une partie à quoi sert le financement. Donc là, il va falloir être transparent. Pourquoi vous demandez, telle somme? Pourquoi votre objectif, c'est de 100 préventes? Est-ce que ça vous permet de financer la première production? Vraiment, je vous invite à être le plus transparent possible, en communiquant avec votre communauté, sur à quoi va servir, le financement. Et enfin, je vous invite à vous présenter. Donc, qui êtes-vous? Mettez une petite photo, de l'équipe ou de vous, dans cette partie-là, puisqu'avant tout, les contributeurs vont soutenir, une personne qui est derrière un projet. Donc elles sont souvent très curieuses de savoir qui se cache, derrière le projet et pourquoi, elle a créé ce projet. Donc n'hésitez pas à mettre, des photos de vous-même. Ensuite, vous pouvez, si vous avez des partenaires, les citer, donc mettre les petits logos. Ça va vous permettre de crédibiliser le projet et de les valoriser. Donc, par exemple, là, Ansem a mis Cluster Bio, la région Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. Donc ça permet de les mettre en valeur et pourquoi pas eux, négocier avec eux pour qu'ils vous donnent plus de visibilité auprès de leur propre communauté. Ensuite, vous pouvez ajouter vos réseaux sociaux et les liens de votre site. Et enfin, une section qui est assez, nouvelle chez Ulule, donc c'est la section impact, label, et objectifs de développement durable, que je vous invite à compléter, pour expliquer quels sont vos engagements, sur la société, sur l'environnement. Est-ce que vous avez, des labels, et certifications? Donc là, c'était tout pour la page. Je vous invite vraiment à aller consulter, différents projets, pour, vous inspirer, pour regarder un petit peu ce que les autres ont fait, et ça va vous permettre d'avoir, des idées, et de construire, votre page en prenant, les bonnes idées, de chacun et de chacune. Ensuite, sur le plan de contrepartie, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a plusieurs types de contreparties, symboliques, expériences ou produits. Donc il faut que les contreparties soient en lien avec votre projet, qu'elles soient originales, créatives et exclusives. Il faut aussi qu'elles soient proportionnelles à la hauteur du soutien. Par exemple, si, vous avez, on reprend l'exemple de la création, d'une savonnerie artisanale, si vous voulez mettre un petit tote bag en plus, d'un savon, par exemple, si votre savon, coûte 10 € et que vous mettez une contribution à 50 € où vous avez le savon plus le tote bag, ça va peut-être être perçu comme excessif. Donc il faut vraiment penser à des contreparties proportionnelles à la hauteur du soutien. Ensuite, il faut 4 contreparties minimum quand on est sur un objectif financier. Si vous êtes sur un objectif de prévente, vous pouvez en proposer qu'une. Moi, je vous conseille, de toujours en proposer plusieurs, pour qu'elles correspondent à différents types, de paliers, et à tous les porte-monnaies au final. Puis elles peuvent être de 1 € jusqu'à l'infini. Donc à vous de les élaborer. N'en proposez pas trop. On va dire que, un plan de contrepartie de 10 contreparties, c'est largement suffisant. Après, vous risquez de perdre des contributeurs. Quelques best practices, donc sur les contreparties, vous pouvez penser à une stratégie early bird. Donc, qu'est-ce qu'un early bird? C'est une contrepartie à tarif ultra avantageux, et en édition limitée. Donc, c'est vraiment pour inciter les premiers contributeurs à vite venir, participer à la campagne et du coup, faire augmenter votre jauge, pour, vite atteindre l'objectif et communiquer sur, les nouveaux paliers. Donc, l'early bird et ensuite prix de lancement. Donc ça, pas toutes les campagnes le font, mais c'est assez intéressant d'avoir un prix de campagne Ulule.
Pourquoi? Puisque, ça va aussi inciter, vos contributeurs à ne pas procrastiner et ne pas attendre le lancement officiel, de la marque, des produits, pour pouvoir contribuer. Donc en ayant une petite différence, un petit moins 10 moins ou plus, sur la campagne, ça va les inciter à contribuer pendant la campagne. Ensuite, vous avez la possibilité de cacher vos contreparties, enfin de cacher certaines contreparties, sur Ulule. Donc ça peut être intéressant si vous avez, par exemple, une stratégie, influence. Donc vous voulez, collaborer avec, une influenceuse, et vous voulez offrir à sa communauté, soit un petit goodies supplémentaire ou un tarif avantageux. Vous pouvez, leur partager à cette influenceuse une URL et elle va le partager à sa communauté. Seules les personnes qui auront cliqué sur cette URL, vont pouvoir se procurer, la contrepartie. Elle ne sera pas affichée aux yeux, du public. Ensuite, vous pouvez, penser à des packs pro ou, des packs famille, donc avec un montant, qui est un peu plus élevé. Donc les packs pro, ça peut être intéressant aussi de les cacher en fonction, des négociations que vous avez faites et en général, si vous partez sur un objectif de prévente, heu, ces contreparties, contiendront, beaucoup plus de produits, donc beaucoup plus de prévente, et fera vite augmenter, la jauge. Et ensuite, vous pouvez aussi penser à des collaborations. Donc là, par exemple, Oumaï, donc le shampoing solide, avait fait une collaboration avec, les pavés. Donc c'est des petits, porte-savons, faits à partir de plastique recyclé. Donc c'est des collaborations qui sont intéressantes et elles ont vraiment des bonnes synergies avec votre projet. N'hésitez pas à en faire. N'hésitez pas non plus à limiter ces collaborations puisque le focus de votre campagne sera vraiment votre produit. Ensuite, l'animation de votre collecte. Donc tout le but, de votre, campagne, c'est aussi de l'animer, pour faire venir, trafic sur la page. Donc premièrement, vous pouvez communiquer avec, votre communauté via des mails. Les mails, il faut vraiment, enfin, plusieurs porteurs de projets me disent: «Ouais, les mails, c'est peut-être un peu ancien, une méthode ancienne. Bah non, parce que c'est vraiment un contact direct avec les contacts et c'est ce qui transforme le mieux. Donc à ne pas négliger, je vous incite vraiment à communiquer par mail. Ensuite, vous avez des outils sur Ulule aussi pour communiquer avec, vos contributeurs et avec les personnes qui suivent le projet, via des news. Les news, c'est comme un petit blog, où vous allez pouvoir en publier régulièrement. Donc le rythme idéal, c'est de 1 à 2 news par semaine, où vous allez pouvoir, dévoiler, les coulisses, du projet, présenter, un produit, présenter une actualité, vraiment, libre à vous de de de, mmh, de communiquer sur votre projet et en tout cas de faire des news, avec un contenu, différent, pour ne pas, non plus, spammer vos contributeurs. Ensuite, vous avez aussi la possibilité, dès que vous contribuez à un projet, de, laisser un petit commentaire. Donc pour prouver que vous êtes vraiment impliqué sur la campagne, et que vous êtes réactif, vous pouvez répondre, à tous ces contributeurs. Donc n'hésitez pas à le faire. Ensuite, bien évidemment, il y a les réseaux sociaux. Donc soit vous avez une stratégie plutôt organique, et vous postez, un petit peu tous les jours, des posts, stories, et cetera. Soit vous avez un budget dédié à une campagne, d'ads, de publicité sur, Facebook et Instagram. Et dans ce cas-là, je vous invite à ajouter le pixel Facebook, sur votre page qui va vous permettre de retargeter tous les visiteurs qui n'ont pas encore contribué. Hem, voilà. Ensuite, on a la presse. Donc la presse, tout à l'heure, je vous disais, en amont du lancement, de bien faire un travail de préparation, donc en listant les journalistes et les médias, que ce soit des médias locaux ou des médias spécialisés qui vont pouvoir relayer l'information. Donc la presse va vraiment, vous permettre d'élargir,
la communication et de toucher le troisième cercle. Vous pouvez aussi, créer un petit communiqué de presse en amont, du lancement et l'envoyer à tous vos carnets d'adresses, puis, faire des relances en cours de campagne. Et enfin, bon là, l'actualité fait que, ce n'est pas, vraiment envisageable, mais sachez que, la communication hors ligne, est aussi, assez pertinente, sur des campagnes, de crowdfunding pour pouvoir rencontrer, tout simplement un public, pouvoir organiser, pourquoi pas, un événement avec, la presse, et événementialiser son projet. Donc tout à l'heure, je vous parlais, de la fameuse courbe en U, donc la dynamique de campagne avec ce pic du départ. Donc le pic du départ qui, correspond, au premier cercle. Donc ils vont vraiment, tous vous soutenir, en tout cas je l'espère et vous, votre but, c'est d'atteindre les 30 en 48 heures. Ça, c'est vraiment l'idéal pour, optimiser et en tout cas augmenter votre chance, d'avoir, enfin d'atteindre l'objectif, assez rapidement. Et ensuite, vous avez, évidemment, l'annonce officielle sur tous vos réseaux sociaux, du lancement de la campagne. Donc c'est ce fameux pic, l'effet nouveauté du lancement. Puis ensuite, je vous le disais, les contributions ont tendance à baisser. Donc là, nous, dans le jargon, on appelle ça le ventre mou de la campagne. Tout le but, ça va être d'animer la campagne afin de générer du trafic, puisque sans trafic, vous n'aurez pas de contribution. Donc, par animation de la campagne, vous pouvez faire, vraiment, plein de choses. Vous avez des news, vous pouvez organiser des concours, un parrainage, marrainage, faire des collaborations avec d'autres projets sur Ulule. Vous pouvez, tout à l'heure, je vous en parlais, contacter les médias. Si vous avez des partenaires, n'hésitez pas à les solliciter. N'hésitez pas à, solliciter aussi des influenceurs, influenceuses. Vous en avez peut-être, dans votre cercle proche, parmi des connaissances, vous avez peut-être, des personnes qui sont assez suivies sur les réseaux. Donc n'hésitez vraiment pas à solliciter tout le monde. Et puis, vous avez aussi des communications qui sont payantes, que ce soit dans la presse ou sur les réseaux. Donc si vous avez un budget dédié à cela, ben, ça sera, pendant ce ventre mou que vous allez pouvoir, lancer tout ça. Puis enfin, vous avez, un pic de fin, donc pendant les derniers jours, heu et donc ça, il est créé via, l'effet d'urgence, que vous allez communiquer, donc via toutes vos communications, en fait, pour convaincre les dernières personnes et les procrastinateurs. Donc n'hésitez pas à jouer sur, le compte à rebours à la fin de la campagne, donc DJ-5, pour justement créer cet effet d'urgence et convaincre, tous les derniers, contributeurs. On arrive à la fin, donc comment gérer l'après-campagne? Donc une fois que vous avez, terminé, votre campagne, que vous avez atteint votre objectif, il va falloir produire ou en tout cas délivrer les contreparties. Donc, vous allez pouvoir exporter la liste des contributeurs. Donc, cette liste, sachez que vous l'avez, à disposition pendant toute la durée de la campagne. Elle n'est pas juste disponible à la fin, mais en fait, elle sera vraiment mise à jour, à la fin. Donc, vous pourrez la télécharger. Et ensuite, ben, via mailing ou autre, vous pourrez communiquer avec vos contributeurs. Donc par exemple, si, vous aviez, donné la possibilité à des contributeurs de faire un choix dans les contreparties, n'hésitez pas à leur envoyer un formulaire, Google Form, pour connaître leur choix et vous organiser sur l'envoi des contreparties. Via des news, n'hésitez pas à les tenir informés. Vraiment, toujours, on est toujours dans la transparence. Si vous avez des retards de prod, des retards de livraison, il va falloir communiquer avec eux pour, justement éviter, la rafale de questions sur, «Je comprends pas, j'ai toujours pas ma contrepartie, je veux me faire rembourser», enfin vraiment,
éviter cela en communiquant régulièrement avec eux à la fin de la collecte. Et enfin, lorsque, vient l'envoi des contreparties, vous pouvez ajouter un petit mot, de remerciement personnalisé. Ça fait toujours plaisir, ça vous permet aussi de les engager, sur le futur. Un petit mot sur Okepal. Donc Okepal, c'est, la petite sœur d'Ulule. C'est une plateforme, qui pareil de collecte, qui va vous permettre, de collecter, plutôt, de l'argent. Mais vous pouvez aussi, la customiser. Donc par exemple, là, vous avez, l'exemple des enfants sauvages qui a encore, sa campagne, en ligne sur Okepal. Donc si vous n'avez pas de site internet à la fin de votre collecte et que vous souhaitez, continuer les préventes, si vous aviez un objectif de prévente, vous aviez cette possibilité. C'est très simple en fait, à la fin de votre campagne, on va vous demander qu'est-ce que vous souhaitez faire et comment vous souhaitez rediriger, les personnes. Donc là, sur l'exemple que vous voyez, sur Ulule, vous avez un bandeau qui s'affiche en disant: «Les enfants sauvages a financé son projet», et vous pouvez, pour les personnes qui ont loupé le coche et qui n'ont pas contribué pendant la campagne, cliquer sur «Commander», et il sera renvoyé automatiquement sur, la plateforme Okepal. Donc Okepal, c'est un petit peu différent d'Ulule puisque vous n'avez pas ce système de contrepartie affiché, sur la droite. Il va falloir expliquer aux contributeurs comment contribuer. Donc c'est simplement en 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 renseignant une somme. Donc par exemple, mon déodorant, coûte, 15 €, et bien je vais donner 15 € et ensuite, je le recevrai plus tard. Donc c'est vraiment, un système. Si vous n'avez pas de site internet, je vous conseille de passer par Okepal en attendant. C'est un système provisoire. Donc les prochaines étapes, donc si vous n'avez pas encore, de campagne, créée, sur Ulule, vous pouvez déposer votre projet via le lien que je vous donne. Cette présentation, on vous l'enverra, donc vous aurez vraiment toutes les informations. Hem, Ensuite, donc dès que vous avez déposé le projet et s'il est accepté, vous allez avoir accès à votre page brouillon dans lequel vous allez pouvoir discuter, avec votre coach, donc via un fil de discussion. Dès que, tout est bon de votre côté, dès que le coach a relu votre page et l'a validé, vous allez pouvoir lancer votre projet et ensuite il va falloir animer la campagne. Il n'y a vraiment pas de timing et de délai, entre la soumission d'un projet, donc c'est-à-dire à partir du moment où vous nous envoyez, votre proposition de projet et le moment où vous allez lancer. Vous pouvez vraiment prendre le temps de préparer votre campagne, vraiment prendre le temps nécessaire, à la préparation et vous lancer dès que vous êtes prêt. Vous avez aussi des petits guides pratiques, des conseils avec des petits tips pour créer votre page, des conseils pour animer votre campagne, donc vous pourrez les télécharger. Et vous avez, aussi beaucoup de ressources, qui peuvent être utiles, sur comment créer une bonne vidéo, par exemple, comment, sont traités, enfin on a beaucoup de questions sur le traitement fiscal et comptable des fonds collectés. On a rédigé un petit article avec un expert comptable, qui est vraiment complet et qui pourra vous aider, puisque sachez que nous, on ne sommes pas experts comptables et chaque situation est différente. Donc vraiment le mieux, si vous ne trouvez pas vos réponses dans cet article-là, c'est de contacter vous-même, votre comptable et de lui poser les questions en fonction de votre situation. Ce sera vraiment la personne la plus à même de vous aider. Voilà, donc ça, c'est plein de petites ressources utiles. Et je pense qu'on va pouvoir, passer aux questions, si vous avez des questions. On a 5 petites minutes avant que Lisa, arrive, mais on va Oui, prendre oui, oui. le temps d'y répondre. Alors, hop, Merci Fiona. je remets ma petite caméra. Il y a pas mal de questions qui sont arrivées. Tu veux les prendre, dans le fil de discussion? Ouais, je vais regarder tout ça. Hop, et s'il y en a qui veulent, poser leurs questions, Voilà, n'hésitez pas à prendre, la la parole. parole. Yes. Alors attendez.
Hop, j'ouvre la petite conversation. OK. Alors, bonjour, bonjour, bonjour. À votre avis, combien de temps avant le lancement faut-il contacter la presse? Alors, je vous conseille de la contacter, on va dire, au moins 2 semaines avant, voire 1 mois avant. Ça dépend, enfin, quelle presse vous allez solliciter. Beaucoup de médias vont avoir, leur plan, défini, et puis d'autres, vont fonctionner, par, actualité. Donc ça dépend. Moi, je vous conseille, ouais, 2 semaines, voire 1 mois avant et puis faire des relances, tout au long de la campagne. Ensuite, Farah: «Pour la prévente, faut-il avoir au préalable un stock?» Non, non. Pour la prévente, non, puisque, il y a beaucoup de projets, qui vont justement, déterminer, leur quantité à produire, via la campagne. Donc non, il ne faut pas que tu aies de stock. Par contre, il faut au moins que tu aies des protos, que tu puisses avoir des jolis visuels à montrer, sur la campagne pour la rendre vraiment concrète. Hem, Dites-moi, hein, si vous avez besoin de plus de détails. Thelma: «Je n'ai pas pu assister au début. Est-ce qu'on pourrait avoir les slides?» Oui, oui, on vous enverra, la Oui, c'est prévu. présentation, après la presse. Sophia: «Comment sont comptabilisées les préventes? Est-ce qu'un produit est égal à une participation, alors une contrepartie, pack de 2 produits?» Alors ça, c'est vous qui allez fixer, le nombre de préventes par contrepartie. En fait, quand vous allez créer les contreparties, vous avez une petite ligne, donc cette contrepartie compte pour X préventes, et donc c'est à vous, de renseigner le nombre de préventes pour qu'on les prenne, en compte dans la jauge. Donc ça, ce sera vraiment à vous de déterminer. Par contre, c'est vrai que, si vous avez, par exemple, je reviens à mon exemple de, un savon et un tote bag, la prévente, c'est vraiment le savon. Le tote bag, il n'est pas censé être considéré comme, une prévente. Mais, donc ça serait plutôt, un produit, quoi. La grande question que j'ai oubliée: «Nous envoies-tu la présentation?» Ah oui, oui, c'est ton prix. Pardon. Oui, 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 la c'était ça, présentation. parce qu'on en a parlé, mais je voulais te Ouais, rassurer parce que la question est arrivée. On le bien fait sûr. habituellement, donc tu l'as Ouais, ouais, confirmé. ouais. Bien sûr, Merci. je vous enverrai, tout ça. Peut-on revenir sur le système de parrainage dont tu parlais plus tôt, s'il te plaît? Oui. Alors le parrainage, on a plusieurs, moyens, de le faire. Donc ce que je vous invite à faire, en fait, il y a 3 façons, de parrainer, enfin de prendre en compte ce parrainage. Donc, la première et la plus facile, c'est de dire, je peux vous envoyer des exemples, mais c'est de dire, pour, toutes les personnes, en tout cas, toutes les personnes qui vont partager, le projet, à leur communauté, il faut que la personne qui contribue, donc le contributeur, donne dans les commentaires le nom, de son parrain. Ou bien, tout à l'heure, je vous parlais des Google Forms. Si vous devez faire passer des Google Forms, mettre une petite question: «Est-ce que vous avez été parrainé? Si oui, pouvez-vous inscrire le nom de votre parrain?» Ça, c'est l'exemple, le plus simple. Ensuite, on a, un moyen d'utiliser des liens traqués, donc de générer des liens traqués. Via ces liens traqués, vous allez pouvoir, savoir via le fichier Excel que le contributeur en question vient de, ce parrain-là. Donc ça sera à vous, par contre, de transmettre le lien personnalisé à chaque personne de vos contributeurs. Donc, imaginons que Jean-Michel, ait contribué à ma campagne. Je vais envoyer un lien traqué où je vais mettre parrainage Jean-Michel, et donc, si, Micheline, qui, contribue via le lien de Jean-Michel, participe, eh bien, ça sera bien spécifié, sur la ligne de Micheline qu'elle vient du lien traqué de Jean-Michel. Voilà. Et puis, il y a une troisième manière, mais là, elle est vraiment plus compliquée. C'est un ancien système de parrainage où sur votre page, vous avez la possibilité, pour les personnes inscrites sur Ulule,
de partager le projet. Et donc là, c'est un peu le même principe, c'est un lien traqué, mais dans ce lien traqué, vous avez un identifiant. Et l'identifiant, seules les personnes internes à Ulule pourront savoir de qui il s'agit. Donc ensuite, il faut que vous nous transmettiez le lien, le fichier avec tous les identifiants et que nous, on vous dise de qui provient la contribution. Et donc, le parrainage, en fait, il faut que ce soit intéressant aussi pour que les gens participent. Donc par exemple, pour 5 filleuls convaincus, tu recevras un produit, par exemple. Enfin, c'est vraiment la mécanique, c'est à vous de la déterminer, mais il faut qu'elle soit intéressante pour que ça fonctionne. Je ne sais pas si ça répond, Maxime. Maxime, es-tu Maxime, avec n'hésite nous? pas à prendre la parole. Oui, c'est bon. Ok, top. Oui, désolé, je n'osais pas prendre la parole. Pas de problème. Merci, Fina. Top, top. Alors, j'ai vu qu'il y avait des partenaires du type BNP, Act for Impact, Aigle. Comment ça fonctionne? Alors ça, c'est des appels à projets. Donc, chaque appel à projet est bien spécifique et a des critères différents. Donc, par exemple, Act for Impact, c'est un appel à projet où BNP va désigner les lauréats à la fin des campagnes. En fait, il y a, par exemple, sur 2020, 2021, ça va peut-être être différent le système, mais sur 2020, il y avait 4 comités de sélection. Le dernier était en décembre et là, ils viennent tout juste d'annoncer les lauréats. Et donc, parmi toutes les campagnes qui ont postulé, qui ont candidaté à Act for Impact, ils vont faire un choix et ils vont déterminer quels sont les lauréats. Et donc, ce sont toutes des campagnes terminées avec succès. Ensuite, pour Aigle, par exemple, donc Aigle, je ne suis pas certaine que le partenariat tienne pour 2021. Ça, c'est des informations qu'on pourra vous donner au fur et à mesure. Mais Aigle, donc ça, c'est un choix qui se fait pré-lancement, pardon. Donc, quand vous êtes en train de travailler sur votre campagne et que vous n'avez pas encore lancé le projet, vous pouvez postuler à des appels à projets comme Aigle. Et eux donc, ont plusieurs abondements et dont un qui va vous permettre de réaliser votre vidéo. Ils vont financer votre vidéo de campagne. Donc, c'est hyper intéressant. Ils ont des critères bien définis. Donc, vous pouvez, en fonction du projet, en fait, vous pouvez nous demander « Est-ce que tu penses que mon projet peut correspondre à cet appel à projet? Est-ce que je peux postuler ?» Et nous, on va vous envoyer toutes les informations et toutes les conditions. Donc, chaque appel à projet est différent et ça, c'est des choses qu'on peut voir au cas par cas via le fil de discussion. Ensuite, Maxime, est-ce une bonne idée de proposer des marques partenaires en plus de nos préventes? Et comment les engager avec nous? Des marques partenaires, donc c'est-à-dire, par exemple, dans une contrepartie, tu souhaiterais inclure un partenariat avec une marque, c'est ça? Oui, en fait, nous, donc, on aura des préventes de nos Ouais. produits. En fait, à chaque fois, on propose nos préventes plus le produit d'une autre marque et on en a comme ça 5, 6. Ok. Ok, donc 6, alors 6, moi je trouve que c'est beaucoup. Donc ce que je vous conseille de faire pour ça, c'est de les étaler au fil de la campagne. Donc, vous pouvez par exemple en proposer 2 dès le lancement. Ça, il n'y a aucun souci. Parce qu'en fait, je le disais tout à l'heure, le focus, c'est vraiment vos produits. Ensuite, les marques, si elles ont des belles synergies, c'est vraiment top aussi d'en proposer. Par exemple, Foumaille avec le porte-savon, ça fonctionne très bien, donc c'est possible. Mais après, 6 parmi un plan de contrepartie, s'il y a 10 contreparties et que 6 d'entre elles sont des contreparties avec des marques, c'est peut-être un peu beaucoup. Donc, ce que tu peux faire, c'est par exemple, pour animer ta campagne, on en revient à l'animation, c'est dévoiler une contrepartie exclusive la deuxième semaine de la campagne. Et puis là, tu mets un petit mot sur la marque et selon ce que vous avez négocié, elle aussi va pouvoir relayer l'information via ses réseaux sociaux, via sa base de données pour engager en fait aussi le troisième cercle et la communauté de cette marque. Donc,
c'est une bonne idée, mais ne pas les dévoiler dès le lancement et vraiment s'en servir pour animer la campagne. Est-ce que ça répond à ta question, Maxime? Oui, parfait. Ouais. Merci. Aurélie, en prévente, est-il possible de bloquer un nombre de pièces? Oui, oui, vous avez la possibilité de limiter les quantités par contrepartie. Donc oui, c'est tout à fait possible. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec un objectif, une stratégie Early Bird. Vous pouvez déterminer une contrepartie limitée avec un tarif ultra avantageux pour faire venir en fait un maximum de personnes dès le lancement. Le meilleur mois de collecte pour cette année a été novembre. Est-ce que les données de cette année très spéciales sont vraiment à prendre en compte? Alors, très bonne question. C'est vrai que cette année, alors côté Ulule, on a été en progression, c'est fou. Novembre est notre mois record sur les fonds collectés. Donc, moi, je pense, sur les tendances, on voit quand même les mêmes tendances, même si juillet, août, on a eu quand même un peu plus de contributions. Ça reste quand même les mêmes tendances. Habituellement, les mois d'octobre et novembre sont de très bons mois. Donc oui, tu peux prendre aussi en compte les contributions de cette année, les fonds collectés de cette année. Avez-vous eu le cas d'une campagne commune avec une autre plateforme de crowdfunding qui permettrait une meilleure visibilité à l'international, par exemple? Alors, Antoine, tu veux dire, est-ce qu'on a eu un projet qui était en même temps sur une autre plateforme? Vas-y, Antoine, à quoi Oui, est-ce que tu oui, par penses? exemple, oui, sur une Ouais. plateforme, alors soit internationale ou une autre plateforme du type KissKissBankBank. Alors, déjà, d'une, c'est une très mauvaise idée de faire une campagne sur les 2 plateformes en même temps. Pourquoi? Parce que quand vous allez communiquer auprès de votre communauté, vous allez la perdre puisque, comment vous allez communiquer? Est-ce qu'une fois vous allez communiquer sur un projet? C'est très compliqué en termes de communication. Ensuite, nous, on regarde aussi si votre projet est sur d'autres plateformes. Donc, si on détecte que votre projet est déjà sur une autre plateforme de crowdfunding, on va refuser votre projet. Et puis, une meilleure visibilité à l'international, en fait, Ulule, c'est déjà une plateforme qui a une dimension internationale. Donc, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez créer la page en 2 langues différentes, ou 3 langues, ou 4 langues. Enfin, vraiment, ça, c'est votre choix. Après, c'est vraiment, il faut avoir une équipe où que vous dites, oui, je vais pouvoir faire toutes mes communications en français, en anglais, en espagnol. Enfin, ça multiplie en fait le travail. Mais en tout cas, donc, sur cette question, non, je n'en ai pas. Par contre, si tu penses à 900 Care, qui ensuite est allé chez KissKiss, puisqu'on a beaucoup de questions là-dessus. Donc, 900 Care a lancé premièrement une campagne chez Ulule, puis ensuite est allé chez KissKiss. Pourquoi ils ont pu se permettre de faire ça? Parce que derrière, ils ont un budget média et un budget pub qui est conséquent. Donc, en fait, quand vous avez sollicité dans un premier temps tous vos leads, tout votre premier cercle sur Ulule et que vous avez quand même fait des pubs pendant cette campagne pour être au final la campagne qui a été le plus financée et qui vous reste un budget pour continuer, évidemment, moi je les comprends aussi, ils sont passés sur une autre plateforme. Et, je ne sais pas si tu pensais à eux, mais en tout cas, ça a été fait à la fin de la campagne Ulule. Donc, vous ne pouvez pas cumuler les deux. Aurélie, quand nous avons un produit avec des teintes différentes, est-il important de créer une prévente par teinte et de créer une prévente ou de créer une prévente et que la cliente nous informe de la teinte sélectionnée? Alors, ouais, c'est une bonne question. Il vaut mieux créer une seule contrepartie en leur disant je vous contacterai par la suite pour connaître la teinte choisie. C'est beaucoup mieux puisqu'après, sinon, vous allez multiplier
le nombre de contreparties et ce n'est pas idéal. Après, s'il s'agit seulement de 3 teintes, vous avez aussi des variations. Donc, vous pouvez, par exemple, créer une contrepartie s'il s'agit de rouge à lèvres, par exemple. Un rouge à lèvres et puis dans les variations, mettre rose, rouge, le nom des teintes. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop puisqu'après, vous risquez de les perdre. Et sachant aussi qu'un contributeur peut choisir qu'une seule variation, si vous proposez 2 rouges à lèvres et qu'il va vouloir 2 teintes différentes, là, vous allez être obligé de prendre contact avec lui par la suite pour connaître les teintes choisies. Donc, plutôt choisir une contrepartie et prendre contact avec eux par la suite pour connaître leurs choix. Quel est le montage? Attends, quel est le montage pour les contrats avec par une offre par abonnement? Alors, Thelma, est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce qu'il s'agit par exemple d'une box avec abonnement 3 mois? Oui, bonjour à tout le monde. Oui, alors c'est pas vraiment une box, c'est par exemple une offre par abonnement d'un produit cosmétique type savon ou shampoing solide. Ouais. Comment on gère le montage des contreparties quand on est comme ça sur une partie un peu abonnement? Alors, quand on est sur une partie abonnement, il vaut mieux, je prends l'exemple des box parce que c'est peut-être plus parlant pour tout le monde. Si vous avez une box et que vous avez des abonnements de 3, 6 mois, 12 mois, il vaut mieux afficher le montant total de l'abonnement. C'est-à-dire qu'en fait, sur Ulule, vous ne pourrez pas, par exemple, proposer une box à 30 €, puis sur 3 mois, vous allez avoir votre box votre première box à 20 € et puis vous êtes sous engagement. Puisque ça, concrètement sur Ulule, vous n'allez pas pouvoir le gérer. Bah ouais, C'est-à-dire que ouais. la personne va peut-être contribuer à hauteur de 20 € et par la suite, en fait, elle s'est engagée, mais ça sera la durée du crowdfunding. Donc, il vaut mieux afficher le montant total de l'abonnement dès le départ. Et comme ça, là, vous êtes sûr que la personne a déjà réglé D'accord. l'offre. Ok. OK. Peut-on restreindre les pays car nous n'effectuons pas de livraison dans ces... Oui, tout à fait. Oui, 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 vous avez le choix de livraison, vous avez des options de livraison, vous pouvez décider de livrer exclusivement en France ou bien en Europe ou bien en France plus en Belgique et Suisse. Enfin, ça, c'est vraiment vous qui décidez. Puis ensuite, vous pouvez ajouter aussi des frais de livraison par pays ou par zone. En général, sur l'ensemble des projets que tu as pu voir, comment les porteurs de projets ont testé le marché avant de lancer la campagne, sachant qu'ils n'ont pas encore de produits développés et parfois pas de site internet? Alors, là, j'aurais besoin, Yvan, d'un peu plus de détails pour te répondre. Yvan, m'entends-tu? Non. Ok, je suis là, pas de souci. Ah. Je me demandais sur l'ensemble en général, les porteurs de projets, ou même sur Okapal, Oui. Okapal, ils n'ont pas de site internet et ils veulent développer une nouvelle formule ou par exemple pour les shampoings, c'est des produits complexes. Mmh. Et dans dans tes premières slides, tu disais qu'on n'utilisait pas Ulule pour tester le marché, Mmh. pour voir s'il y aurait de l'engouement. Et en général, je voulais savoir comment ils faisaient avant et comment vous confirmez qu'il y a bien un marché. Je Alors, sais pas si c'est clair. tous les projets, par exemple, un shampoing, ils ont déjà effectué des tests, auparavant auprès de leurs proches surtout, et après ils peuvent faire du bêta testing pour, vraiment, avoir, le produit final, comme souhaité. Donc, tous les projets, peut-être tous, c'est peut-être un peu exagéré, mais si je pense que tous les projets, en tout cas à produits, ont fait tester leurs produits à leur premier cercle au minimum avant de lancer le projet sur Ulule. Ok. Ok.
As-tu une idée du budget de création pour l'élaboration graphique de la page de Ulule avec la création d'une vidéo comme crème? Alors, ça, c'est propre à chaque porteur de projet. Si tu passes par une agence ou si tu réalises tout toi-même. Donc, crème, forcément, elles sont passées par un prestataire externe. Je n'ai pas en tête le budget de leurs vidéos. Mais ouais, ça peut effectivement réaliser une vidéo qualitative comme crème, ça peut monter vite. Mais pour l'élaboration graphique de la page, moi je pense, alors c'est pas dans les projets cosmétiques, mais vous avez un projet qui s'appelle Zeta. C'est le projet le plus financé côté mode. Donc, ce sont des baskets. Elle a tout réalisé elle-même via Canva. Donc, vous pouvez vraiment utiliser aussi des outils en ligne hyper simples, hyper pratiques pour élaborer le graphisme de votre page. Et pour les vidéos, si vous avez une personne dans votre cercle proche qui peut vous aider, c'est bien. Et si vous avez aussi un budget qui peut vous permettre de passer par des prestataires externes, c'est mieux, quoi. Mais pour le budget exact, je ne l'ai pas en tête. Je ne l'ai pas du tout en tête. Mais effectivement, elles ont utilisé des drones, etc. Donc, je pense que ouais, c'est un budget, un petit budget quand même. Merci Souad. Merci Souad. À très bientôt. Et puis, Zeka. Alors, Oui, c'est Zeta. Ah, C'est Zeta. Oui, Zeta. Zeta, Ouais, Zeta. je copie. C'est les baskets, là. Je suis C'est en les train de baskets copier. Zeta. Tout à fait. Vous avez Tout à le fait. lien dans le fil. Ouais, et elle a tout créé elle-même via Canva. Donc, puis beaucoup de projets aussi utilisent Canva. Vraiment, n'hésitez pas à passer par ça. Voilà, je pense qu'on vient au bout des questions. Il y a une dernière d'Aurélie. Est-il possible de choisir son coach? Ah, non. Enfin, si, en vrai, il est possible de choisir son coach. Si vous connaissez quelqu'un parmi l'équipe Ulule, n'hésitez pas à le dire, à le spécifier sur la proposition de projet. Mais en fait, parmi l'équipe, on a chacun et chacune nos catégories. Donc, moi, je me charge de la catégorie cosmétique, santé, bien-être. D'autres auront la catégorie musique, d'autres auront la catégorie plutôt food. Donc on choisit les coachs en fonction de ces catégories-là. Combien de coachs êtes-vous? On est, alors, bonne question, entre ceux qui partent, alors on est 6-7. Ah oui, si peu. Oui. Parce qu'on voit beaucoup de projets, ça augmente. On voyait ton graphique tout à l'heure, c'est le global. Ouais. Le nombre de projets cosmétiques augmente aussi. Oui, c'est vrai. Non, on est 6-7 et puis, mais en fait, sur l'équipe France, hein, parce qu'on a aussi une équipe internationale. Mais ouais, en France, on est 6-7. On est une petite équipe, mais efficace. Super, oui, il faut. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions. D'autres questions? Non. Merci beaucoup à tous pour vos questions. Alors, Lisa nous a rejoint. Bon, on a un petit peu de retard, Lisa. Ouais, ne nous en veux Lisa. Ah, mais j'avais une dernière question. Ah, vas-y, vite, Yvan, vas-y. Est-ce que ça arrive qu'il y ait des marques qui sont déjà un peu enfin pas installées, mais qui est déjà une marque qui a déjà un produit et qui sollicite pour le lancement de nouveaux produits avec la même sûr. marque? Ouais. Okay. Bien sûr, ouais, ça arrive assez fréquemment. On a même des marques qui reviennent, par exemple les petits prodiges. Qui reviennent faire des campagnes pour chaque nouveau lancement. En marque assez installée cette année, j'ai eu la marque Huygens. Je ne sais pas si vous connaissez, qui a lancé un sérum, en avril-mai, il me semble, sur la campagne. Donc, on a aussi des marques installées qui décident de lancer un crowdfunding. Aurélie, je vois Fiona. Ah, merci beaucoup, Fiona. Merci. C'est tout bon côté questions? Oui. Je vais passer la balle à Lisa. À Lisa. Salut Hello. Lisa. Comment vas-tu? Très bien. Ça va. On ne t'entend pas très bien. Je ne sais pas si c'est seulement pour moi.
Je vais passer en 4G alors. Donnez-moi peut-être 2 petites secondes. Je vais essayer. Hop, je vais arrêter. Tac. Les réseaux, pas évident. Et voilà, normalement, ça devrait marcher là. Vous Oui, m'entendez? super. Oui, Oui, on très bien. t'entend mieux. J'étais en train de passer en 4G. Je suis dans un endroit où il n'y a pas trop de Wi-Fi. Enfin, pas un Wi-Fi très qualitatif, on va dire. Donc, merci déjà, Fiona, pour cette petite présentation. Je suis arrivée sur la fin, mais j'ai un peu écouté les réponses. Ça me parle. D'ailleurs, il y a une question à laquelle je peux répondre assez facilement. C'est le budget d'une vidéo, puisque moi, je suis passée par un vidéaste pro. Ça coûte entre 1000, 2000, 3000 euros. Ça dépend du nombre de plans, ça dépend de si vous voulez du drone ou pas, ça dépend de tout ça. Donc voilà, c'est une question à laquelle je peux répondre de façon assez simple. Est-ce que, parce que là, je sais que Fiona, elle a déjà présenté plein de choses et j'ai pas envie d'être là pour tout répéter. Est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous voulez que je présente par rapport à la campagne Ton par ressenti, rapport à... ton expérience, et peut-être que les participants ont effectivement des questions qu'ils veulent te poser à toi directement, toi qui es de l'autre côté. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire voilà, par rapport à ton ressenti, ton expérience? Alors moi, donc la campagne, je l'ai faite en octobre, hein, pour ceux qui ne savent pas. Je l'ai préparée pendant... la campagne, je l'ai préparée pendant 3 à 6 mois à peu près. Et le produit, ça faisait 1 an et demi que je travaillais dessus. En termes de moyens d'activation pour la campagne, nous, on a utilisé la vidéo beaucoup. On a fait que de l'organisation de la campagne, on s'est rendu compte qu'on n'était pas deux pour ça, on a abandonné le temps, c'est une bonne campagne. Après, tout ce qu'on dit sur les campagnes Ulule sont vrais, c'est-à-dire qu'il y a un pic, il y a une descente au milieu de la campagne et que ça fait très peur, c'est vrai. Que le début commence fort et la fin finit fort, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies et aussi le fait que, en fait, c'est pas à Ulule de vous amener les gens, c'est à vous de ramener vos contributeurs sur Ulule, même s'il y a une partie des gens qui vont scroller Ulule et qui vont tomber sur votre projet. Mais ça ne va pas être la majorité pour moi, hein, corrige-moi si tu penses le contraire, mais voilà, pour moi, ça ne va vraiment pas être la majorité des gens qui vont rejoindre. Oui, tu as C'est tout à fait vraiment raison. votre communauté. Ouais. Et on le voit, hein, on le voit au projet, hein, tu regardes les projets. Après, ça dépend si le projet est par exemple hyper original. Hein, ça dépend aussi vraiment pour moi du type de projet parce que j'ai vraiment pris un recul par rapport à la campagne pour tout bien comprendre. Et je vois que par exemple Zeta, si ça a super bien marché, Laure et moi on s'entend bien, on a pas mal discuté sur ça. Si ça a bien marché, et même elle, à la surprise, c'est aussi parce que l'idée était c'était hyper original. Tu dis des baskets en raisin, forcément les gens se disent waouh, incroyable quoi. Dans les cosmétiques, il y a plus de mouvement, il y a plus d'innovation, il y a beaucoup de projets en cosmétique. C'est plus difficile de se démarquer, mais sur un produit comme des baskets en raisin, forcément, ça attire l'œil. Et donc, elle a eu beaucoup de référencement organique par ça, puisque forcément, quand elle parlait du projet, les gens étaient hallucinés par le concept. Et donc, ils en parlaient. Et donc, elle a eu beaucoup d'articles et beaucoup de gens qui sont venus comme ça sur la campagne. Donc ouais, pour moi, le plus important, si vous voulez ramener du monde sur votre campagne Ulule, et en fait, il n'y a pas de secret, il faut ramener du monde et ensuite convertir ce monde à acheter, c'est tout simplement de créer une communauté en amont et ensuite de réussir à activer pendant la campagne. Donc, créer une communauté en amont, c'est ce que disait Fiona, faire des bêta-tests, communiquer avec votre communauté, construire la communauté, pourquoi pas faire du SIA, donc du référencement payant, pourquoi pas faire même du marketing inbound, outbound, toutes les techniques de marketing que vous pouvez imaginer, vous pouvez les appliquer à une campagne Ulule. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce sens-là. Après, ce que vous pouvez faire, c'est de la presse aussi. Nous, la presse, on l'a commencé super tard parce que en fait, on n'était pas sûr qu'on avait 100% d'origine naturelle. Et c'est très compliqué de communiquer sur un truc qu'on n'est pas sûr d'avoir. Donc, je me voyais mal envoyer un communiqué de presse en disant 100% et finalement, 2 jours avant, j'apprends que c'est 99, alors que c'est un élément super important. Donc, j'ai dû attendre de communiquer la presse, ce qui n'était pas dingue. Donc, moi, je vous conseille de commencer en amont, beaucoup en amont la presse, 1 à 2 mois avant, minimum, relancer
lancer, relancer beaucoup et essayer de trouver le truc qui va les intéresser. Pourquoi pas passer par une agence aussi. Et si c'est pas votre domaine, le marketing et la com, c'est des choses qui sont hyper complexes. Où il y a, moi j'ai fait 5 ans là-dedans, 5 ans d'études là-dedans, 1 an chez L'Oréal et chez Chanel, et j'apprends encore tous les jours sur le marketing et la com. Donc je vous conseille vraiment de vous rapprocher de gens qui peuvent vous aider sur ces sujets-là. Et quelqu'un dit combien de temps après la formulation du premier produit tu as lancé la campagne? On a commencé la formulation en décembre l'année dernière. J'ai lancé la campagne en octobre, sachant qu'on a fini la formulation vers juin. Après l'été, pendant l'été, on a préparé la campagne. On a fait les cotations auprès de l'usine. Donc, on a regardé combien ça nous coûtait, quels étaient les coûts de revient, combien on allait vendre le produit. On a fait des estimations et puis après, on a pu préparer la page de la campagne. Et moi, je me suis accompagnée par des graphistes. Et du coup, ça fait un lien avec si tu fais une erreur qu'il ne faut surtout pas faire, à nous partager. Moi, j'ai une erreur super bête et je pense que je ne l'ai jamais entendue à part de moi. C'est une erreur dont je me suis rendu compte à la fin de la campagne. C'est bête, hein, on se rend compte toujours trop tard. C'est que, et c'est tout bête, c'est que en passant par les graphistes, et pourquoi mes graphistes n'y ont pas pensé, je ne sais pas. En passant par les graphistes, on a fait une superbe page. Moi, je trouve que la page, elle était super jolie. On a fait plein d'allers-retours pour qu'elle soit très belle, la page Ulule et tout. Sauf que elle n'était pas optimisée mobile. Ouais. Et donc, ça veut dire que quand tu vas sur Ulule avec ton téléphone et t'allais sur la page, tu pouvais même pas zoomer pour lire ce qu'il y avait écrit. Et quelqu'un aussi myope que moi, finalement, n'arrivait même pas à lire son propre texte sur Ulule. Et ça, c'est un truc, je ne m'en suis absolument pas rendu compte parce que moi, je ne vais que sur mon ordi, je travaille sur mon ordi toute la journée. Et c'est un truc tout bête parce que finalement, l'optimisation mobile, c'est un truc de base en expérience utilisateur. Et moi, c'est un truc auquel j'avais pas pensé à ce moment-là, ou en tout cas pas pour la campagne. Et voilà. Et ce qui explique d'ailleurs pourquoi, parce que moi je rigolais avant la campagne, pourquoi toutes les pages Ulule elles se ressemblent avec un carré là, un carré là, un carré. Je comprenais pas, tu vois, pourquoi tout le monde s'est copié. Et en fait, je pense que c'est un lien avec ça, sur le fait que du coup pour la lisibilité mobile, c'est meilleur. Et moi, je m'en suis pas rendu compte et personne autour de moi ne s'en est rendu compte, ça m'est venu comme ça. Un jour, j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais en fait, ça explique, voilà. Et du coup, ça, en fait, ça va impacter ta conversion. Ouais. Je rebondis sur ce que tu dis, Lisa, parce que c'est vraiment hyper important. Moi, je le dis très souvent aux porteurs de projets, on a plus de 60%, et en général, c'est 65 voire 70% des utilisateurs qui vont consulter la page via mobile. Si l'écriture est trop petite et si elle n'est pas du tout optimisée pour mobile, vous allez forcément perdre des contributeurs. Et ce qui est hyper important aussi, c'est au-delà de l'écriture assez grosse pour qu'elle puisse être lire depuis mobile, c'est d'inclure par exemple des boutons CTA. Donc, c'est des call to action, c'est des boutons cliquables en fait, qui vont rediriger vers vos check-out. Donc, la page où il y aura vraiment tous vos plans de contrepartie, c'est la page panier un peu. Donc, il faut vraiment optimiser au mieux votre page pour le mobile. C'est vraiment une bonne remarque parce que moi, je la fais hyper souvent et vous avez un moyen hyper simple de le voir sur votre ordinateur. Donc, ça dépend si vous utilisez un Mac ou un PC classique. Mais si vous faites un clic droit et que vous faites examiner votre page, vous pouvez cliquer sur une petite icône mobile. Enfin, ça, vous pourrez le demander sans problème. Et en fait, ça va vous montrer l'expérience en fait depuis un iPhone. Vous pouvez même changer vos mobiles pour voir vraiment si c'est la même expérience depuis un iPhone 6 ou depuis un iPhone 10. Enfin, vraiment, c'est une super remarque. Voilà, moi, c'était mon principal qui m'a frappé après, évidemment. C'est pas drôle sinon. Mais voilà, et ce qui explique après les taux de conversion, tu vois combien il y a de gens qui vont sur ta page tous les jours, ce qui est à peu près l'angoisse d'ailleurs, parce que tous les jours tu vas regarder, tous les jours tu regardes ta page Ulule. Genre après la campagne Ulule, les matins où je me suis réveillée, mon premier réflexe c'était d'aller regarder, il y avait le même chiffre tout le jour. Bah évidemment, tu vois, c'est écrit dans le marbre maintenant, je peux y aller tous les jours, ça va pas bouger. Mais moi j'avais toujours l'impression que ça allait continuer à bouger. Enfin bref, c'est parce que ça traumatise finalement aussi. Ouais.
Ouais. Ou après, t'es tellement accroché à ton truc. Et qu'est-ce que j'avais pensé d'autre comme remarque ouais, après, il y a un truc que moi, j'ai demandé leur avis à énormément de gens qui ont fait des campagnes Ulule avant de lancer la mienne. J'étais en contact avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Ils m'ont tous dit exactement la même chose. Franchement, ils m'ont pas dit grand-chose, mais la chose qu'ils m'ont dit qui était la clé de leur succès, c'était la newsletter. Je suis désolée, Fiona, tu peux avoir 50 messages de gens qui te demandent à être dans la newsletter, mais c'est la Ah oui. moi, à titre d'exemple, on a eu la newsletter un peu par miracle le dernier jour de la campagne. Donc moi, le matin, je me lève, je me dis, on n'est toujours pas dans la newsletter, c'est le dernier mercredi, ça sort le mercredi. Évidemment, ça fait 4 mercredis que je scrute la newsletter en espérant voir un signe de vie. Et puis voilà, par miracle, on me contacte en fin de matinée en plus, donc 2 heures avant qu'elle soit publiée, en me disant, en fait, on va te mettre dans la newsletter, donc prépare-toi, est-ce que tu es prête à rallonger la campagne? Donc j'ai rallongé la campagne. Et surtout, ce qui est intéressant avec la newsletter, c'est que vous voyez vraiment un pic sur le nombre de personnes qui viennent sur la page. Et ce qui est dingue, c'est que chez nous, la newsletter a apporté plus de pics que le jour du lancement. Alors que le jour du lancement, on a vraiment toute la planète était au courant qu'on se lançait, quoi. Genre, j'avais fait du teasing pendant un mois. On en a parlé partout. J'avais fait un post LinkedIn avec plus de 100 000 vues. J'avais fait tout ça. J'avais eu, je ne sais plus combien de centaines de personnes qui étaient sur la page le jour J. Au milieu, je ne sais plus du tout. Mais je sais que quand il y a eu la newsletter, le pic était de ça au-dessus quand même. Et enfin, c'est dingue. Après, il y a eu 20 minutes aussi. On a fait un article dans 20 minutes. On a eu un gros pic. Ouais. Donc la presse aide. Mais ouais, la newsletter, c'est... Ouais. Justement, quels sont les critères pour la Ouais. newsletter? Je vais rebondir là-dessus. Alors, c'est vrai que tu as totalement raison, Lisa. On se fait. Enfin, moi, j'ai un message tous les jours me demandant quand est-ce que je peux être dans la newsletter. À savoir que l'équipe coaching n'a pas de pouvoir de décision sur les projets qui sont sélectionnés pour être dans la newsletter. Et même tous les projets qui sont mis en avant sur Ulule. On a une équipe édito en fait qui est en charge de la sélection et qui est indépendante de l'équipe projet. Pourquoi? Parce que on a chacun nos porteurs de projets et si je le pouvais, je mettrais tous mes projets en avant sur la newsletter. Donc, on a une équipe édito qui est là pour faire des choix. Et malheureusement, on a 4 voire 5 places par semaine. Donc, c'est une newsletter qui est envoyée tous les mercredis et on est obligé de faire un choix. Donc c'est sûr que c'est frustrant de votre côté parce que ça vous apporte une belle visibilité parce qu'elle est envoyée à plus d'1 million de personnes et on a une communauté qui est très engagée, notamment sur des projets à impact responsable, impact positif. Donc, elle transforme très bien. Mais malheureusement, on ne peut pas la promettre. Et en général, les porteurs de projets, et d'ailleurs, Lisa, tu le sais, ils sont avertis le jour même. Donc ouais, c'est quelque chose qui est indépendant des coachs. Donc les coachs ne peuvent rien faire hormis faire remonter l'information. Donc, évidemment, nous, notre rôle, c'est dès qu'on voit un beau projet, c'est de le faire passer en interne et de leur dire, bon, voilà, j'ai détecté ce beau projet, mais on ne sera pas décisionnaire sur la sélection du projet dans la newsletter. Et après, c'est vrai que Ulule partage aussi les projets des fois sur les réseaux sociaux. Bien sur sûr, Facebook. ouais. Bon, c'est vrai que moi, Facebook, Insta, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas tellement... Enfin, il y a un monde entre la newsletter et Facebook, Insta. Hein. C'est absolument pas la même chose. Et ouais, voilà. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, tu n'étais peut-être pas là, mais dans les outils de communication, il y a le mailing. Et le mailing, c'est vraiment un outil hyper puissant qui n'est pas négligé, puisque c'est là où, en général, le taux de transformation est le meilleur. Ouais. Tu peux le confirmer, d'ailleurs, je pense. Mais ouais, je dirais, mais pas le cold mailing, c'est-à-dire pas le mailing pas assez qualifié. En fait, c'est bien de ouais, faire du mailing hyper qualifié. Ça veut dire en termes marketing, parce que je parle en termes marketing. Ouais. Mailing de gens qui vous connaissent ou qui s'attendent à entendre parler de vous. C'est-à-dire des gens que vous avez déjà contactés cette année pour une étude de marché ou pour des tests de shampoing, enfin de shampoing ou de produits ou pour autre chose, et qui donc savent qu'ils vous ont donné l'adresse mail, et donc c'est pas du cold, c'est du, je sais pas si ça se dit hot mailing, mais en tout cas c'est du mailing qualifié, donc ils vous connaissent, ils connaissent votre produit, et là ils auront plus de chances d'acheter. Et après,
optimiser les taux d'ouverture. Alors ça, c'est des techniques où il y a plein de cours sur Internet pour Plus poussé, ouais. pousser à ce que les clics, les ouvertures, les retours, etc., c'est tout un art, quoi. C'est sûr. Et pareil pour moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas dépenser de l'argent bêtement sur du référencement payant mal fait. C'est-à-dire que moi, c'est un peu ce que j'ai fait à un moment, c'est-à-dire au milieu de la campagne, forcément, tu paniques quand ça va beaucoup moins vite. Et donc, tu te dis, je vais relancer en faisant du référencement payant. Et en fait, il faut savoir que Facebook ils ont tellement un marché là-dessus que tu peux mettre, nous, on a mis 250 €. En soi, c'est pas énorme, mais c'est pas rien en une semaine non plus. Et en fait, on a eu presque 0 retour. Enfin, en tout cas, bon, après, on a eu du mal à installer le pixel aussi. Mais on a vraiment eu très peu de retours sur ça. Et c'était un peu littéralement jeté par les fenêtres, en fait, comme argent. Et si vous vous rapprochez d'experts en SIA, ils pourront vous aider à mieux calibrer votre référencement payant. Et sachez qu'un référencement payant, en fait, moi je l'ai appris après, mais c'est minimum 2 000 € par mois en fait, en budget. C'est 10 fois plus, ouais. Et tu vois la tête de Chris qui fait grandir. Christy qui fait les gros yeux. 2 000 €, oui. Ouais, c'est 2 enfin, je dis 2000, j'ai voulu être soft, mais en réalité, on m'a plutôt dit 2500 à 3500. Mais ouais, c'est des gros budgets par mois en référencement payant. Il faut se faire accompagner pour bien cibler. En fait, tu ne peux pas cibler avec les outils de Facebook. Ils sont trop nuls, les outils de base de Facebook, où tu dis on va sélectionner alors les femmes entre 30 et 45 ans dans la région de Strasbourg. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Il faut laisser à l'intelligence artificielle faire son taf et aller checker qui va sur votre site, qui va sur votre Facebook. Enfin, c'est hyper compliqué. Donc pour moi, ça faut faire accompagner d'une agence. Ouais, je rebondis un petit peu, tu vois, sur les 2000 par mois. En fait, ça dépend aussi de ton objectif à atteindre, tu vois. C'est clair que si tu as un objectif qui est ultra ambitieux, oui, il va falloir investir. En revanche, tu peux faire des tests. Et nous, on recommande toujours de faire des tests. Donc, tu investis 20 € par jour. Ça dépend, tu as différents types d'audience. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, on peut en parler pendant 1 heure, mais tu as différents types d'audience. Si ton audience est chaude, donc c'est-à-dire si c'est des personnes que tu vas retargeter parce que tu as installé le pixel sur Facebook, le pixel, il va te permettre d'enregistrer toutes les datas, tous les cookies en fait, des personnes qui ont déjà visité le site de la campagne Ulule. Donc, en fait, toutes ces personnes-là ont déjà démontré un intérêt et c'est une audience qui est chaude. Donc, l'argent que tu vas investir dans le retargeting, la somme sera plus faible qu'une somme que tu vas investir dans une audience plus large, donc par centre d'intérêt. Parce que c'est une audience beaucoup plus large, qui ne connaissent pas le produit, ni la marque. Donc, vraiment tout ça, mais c'est vrai que c'est important de se faire accompagner si on a un budget pour cela. Après, on peut toujours faire des petits tests parce que c'est assez facile de le faire via le Business Manager. Ça prend un petit peu du temps pour se faire la main dessus, mais c'est assez facile en tout cas de créer des pubs. Et surtout, ce qu'il va falloir bien prendre en compte et bien vérifier, c'est votre ROAS. Donc, c'est le retour sur investissement en fait. Si pour 1 € votre pub vous rapporte 4, 5, voire 6 €, ça dépend aussi en fonction de votre marge, hein, mais c'est bien. À partir du moment où en fait, vous investissez pour 0 retour, il faut stopper les pubs. Mais il faut toujours vérifier, en tout cas, par rapport à l'argent investi, qu'est-ce que ça vous rapporte. Et il y a des questions qui sont arrivées entre-temps. Comment tu as fait 100 000 vues sur LinkedIn ? Moi, il faut savoir que LinkedIn, c'est un peu devenu mon dada. Ça s'est passé littéralement comme ça, c'est-à-dire en fait l'année dernière quand je me suis lancée. Je ne vais pas vous faire un historique de comment je me suis lancée, mais enfin, si ça vous intéresse, vous pourrez m'écrire. Quand je me suis lancée l'année dernière, j'ai commencé par un Startup Weekend, je suis arrivée en finale et pour la finale monde de ce Startup Weekend, j'ai fait une vidéo qui était littéralement un copier-coller format de ma vidéo Ulule de cette année. J'ai balancé cette vidéo sur LinkedIn et en fait, le message de la vidéo a vraiment plu aux quelques abonnés que j'avais à ce moment-là. Et donc, j'avais fait une première fois 130 000 vues sur LinkedIn grâce à cette première vidéo. Et donc, j'avais 1700 likes, plein de gens qui m'écrivaient de tous les côtés et tout. C'est ce qui a lancé là-haut. Et en fait, à partir de là, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à m'ajouter à suivre ce que j'écrivais. Et comme moi, j'aimais bien, en fait, finalement, partager un peu ma vie et mon aventure entrepreneuriale avec ces gens-là, j'ai commencé à faire des posts une fois de temps en temps pour raconter ce qui se passait. Aujourd'hui, je suis allée voir un banquier, c'était bien, voilà ce qui s'est passé. Là, je trouve qu'on devrait plus militer pour le Made in France. Je trouve qu'il y a trop de marques qui font du greenwashing, etc. Donc, je vais donner mon avis sur des sujets, des fois un peu incisivement.
Et puis voilà, et puis au fur et à mesure, il y a de plus en plus de likes, de plus en plus de gens qui rejoignent, ça fait un petit effet boule de neige. Et forcément, quand j'ai lancé la vidéo de là-haut, je savais que cette vidéo, ça allait être le moteur qui allait tirer un petit peu ma campagne, au moins sur le début, et qui allait finalement avoir toute son importance. Et donc, je savais que la vidéo, elle allait faire pas mal de vues. Et en fait, c'est tout simplement parce que c'est comme, tu vois, quelqu'un qui est influenceur et qui va travailler sa communauté. Et à la fin, forcément, elle sait que quand elle va poster, elle va avoir 3 likes. Ben, c'est le même principe, c'est tu chauffes pour qu'à la fin, il y ait un résultat. Donc moi, j'ai chauffé ma communauté tout l'été. Si vous regardez mes posts sur juin, juillet, peut-être août, en général, c'est des posts où je tapais énormément de vues, énormément de likes parce que je préparais ma communauté. En préparant l'algorithme aussi, c'est bête, hein, mais on prépare le truc. Et puis au bout d'un moment, quand on sort la vidéo, c'est un peu l'apothéose. On clique sur envoyer, on sait qu'il va y avoir un impact, quoi. C'est obligé parce qu'on l'a travaillé pour. Donc ouais, souvent, c'est pas comme par magie, hein, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a plein de gens qui vont te dire, moi je suis pas d'accord avec ça, ils vont te dire, moi j'ai lancé la vidéo, je suis allée au lit, quand je me suis réveillée, j'étais millionnaire. Moi, j'y crois pas trop à ça, je vais vous dire les gars, je n'y crois pas, je pense que c'est un peu un mensonge, c'est un peu vous dire, essayer de vous faire croire que vous allez réussir sans effort et sans investissement, alors que ça arrive à quelques-uns, que ça marche bien comme ça, mais ça reste quand même rare, il y a quand même du travail derrière, il y a quand même de la stratégie derrière en général. Pour moi, c'est toujours un peu comme ça. Et après, si j'ai une agence à conseiller, j'ai même pas encore choisi la mienne, en fait, je suis en train d'en étudier, d'en comparer. J'ai pas choisi pour l'instant, mais si j'en choisis une et que j'en parlerai en février, et je ferai sûrement un post sur le sujet sur LinkedIn, donc Et ce ajoutez-moi. sera sur LinkedIn, voilà. Je dirai sûrement, tiens, ce mois de février, avec le lancement de là-haut, c'est typiquement ce que j'écrirai. Hein. Avec le lancement de là-haut, on a réussi à toucher tant et tant de milliers de personnes grâce à machin de telle agence. Voilà, c'est ce que. Oui, ça compte beaucoup, hein, finalement. Ouais, je partage. Et moi, je l'ai vu et c'est vrai que c'est très efficace. Donc là, la campagne est terminée, les préventes, les commandes, les colis partent en janvier, c'est ça? Alors, il devait partir en janvier. Là, je suis en train de me battre avec tout le monde et surtout EcoCert pour finaliser, finaliser les décors et lancer les flacons. Donc, en fait, on est sur la production, sur tout ça. Donc, ce sera plutôt février. On a pris un peu de retard comme majoritairement de campagne Ulule. Donc, ça me fait pas plus peur que ça. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Voilà, c'est la première prod, c'est toujours le cauchemar pour la réglementation, courir après toutes les fiches techniques, les fiches de sécurité. Vous connaissez dans la cosmétique, c'est trop chiant. Mais, c'est sûr. Ça fait partie des petits plaisirs. Ça fait partie des plaisirs du lancement, on va dire. Ouais. Exactement. Alors, il y a une question, ça sort un peu du scope hein, de la discussion du jour. Est-ce que tu arrives à vivre de ta marque? Non, pas encore. Moi, je me rémunère pas du tout, même. Hein. Je suis retournée vivre chez mes parents, à l'ancienne. Je n'ai pas honte de le dire. Voilà. Moi, je suis sortie d'études. Donc, moi, j'étais étudiante jusqu'en juin. Donc, j'ai commencé pendant ma première année d'études où je me suis fait accompagner par Pépite, le statut étudiant-entrepreneur. Maintenant, je suis incubée à l'incubateur de Strasbourg qui s'appelle SEMIA, de la région Grand Est. Et là, non, je ne vis pas encore de la marque, tout simplement parce que pour l'instant, tout ce qu'on gagne, on le réinvestit. Donc, je préfère ne pas me payer de salaire tant que je peux et réinvestir dans la boîte pour grandir, pour formuler des nouveaux produits, pour trouver des nouveaux clients. Voilà un petit peu. Après, j'aimerais bien évidemment en vivre d'ici à, je sais pas, 6 mois, 1 an, le temps de tout lancer. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je n'ai pas vu d'autres questions arriver. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vu que je n'étais pas au début, j'espère que j'ai apporté un petit peu de valeur ajoutée après Clairement, oui. La présentation finale. Je ne vois pas de nouvelles remarques. On était plus d'une vingtaine tout au long de la session. C'était très intéressant. On va vite enchaîner, se préparer pour nos campagnes. On sait à qui s'adresser maintenant. On sait les exemples à suivre dans la présentation. Et puis devant nous, Lisa, bravo encore. Merci beaucoup. C'était très, très intéressant. Vous voyez les commentaires arriver, à renouveler peut-être en 2021. Bien sûr. En tout cas, la seule chose pour moi, parce que je fais le lien beaucoup entre toutes les marques de cosmétiques que je vois se lancer et la remarque donc que c'était Antoine, est-ce que tu arrives à vivre de ta marque? Pour moi, pour en vivre, il faut quand même avoir une ambition de se dire, il faut qu'on touche quand même du monde, parce que pour vivre de sa marque, il faut quand même qu'elle vende beaucoup. Et donc, c'est ça la difficulté, c'est que moi, tu vois, je fais énormément de veille concurrentielle ou pas concurrentielle forcément, mais je fais beaucoup de veille sur le marché de la cosmétique. Je vois beaucoup de marques qui se lancent
avec des tout petites premières prods, et je me dis, mais comment ils font pour vivre en fait? Parce que ça revient tellement cher de lancer un projet finalement, entre le graphisme, le réglementaire, les impôts, la TVA, enfin tous ces trucs-là qui s'accumulent, que voilà, moi, s'il y a un conseil global à tout le monde que je peux donner, c'est quand vous lancez, lancez-vous à 2000%, parce qu'après, si vous voulez en vivre, il n'y a pas le choix, quoi. Faut avoir de l'ambition, faut vouloir atteindre les sommets, quoi. C'est pas facile, faut voilà, savoir se faire accompagner, faire les bons choix, mais voilà. Quelle est ma première prod en quantité? On produit 3000 x 2. On produit 6000 unités, pour commencer. Donc, on a prévendu à peu près 1000 shampoings, donc on a déjà un 6e qui est vendu. Et là, on est en train de voir pour tout ce qui est implantation chez les coiffeurs, les magasins bio et les pharmacies. Mais tant qu'on n'a pas la date finale de la prod, on ne peut pas le faire. Donc, en fait, là, je suis tirée entre les deux. Vous êtes entre deux. Ouais, en fait, je déteste, c'est la période où tu as, désolée de l'expression, le cul entre deux chaises, où tu as envie de faire ton B2B, mais de l'autre côté, tu es coincé parce que tu attends ta date finale de prod, mais c'est normal, c'est toujours comme ça dans la cosmétique, puis surtout en France avec toutes les réglementations, qui sont pas plus mal pour protéger le conso, mais voilà. C'est sûr. Merci beaucoup à toutes les deux. Ah, merci dernière à question. tous. Là, c'est vraiment la dernière. Peut-être je te vois te pencher sur l'écran, Lisa. Oui, c'est parce que je ne vois pas bien loin. Ça va être la dernière question. Allez. Alors, est-ce que je peux rappeler brièvement l'enchaînement chronologique de ce que j'ai préparé de l'idée à l'opération de crowdfunding? Je vais essayer de le faire rapidement. De l'idée. Ok, alors, moi, l'année dernière, j'étais étudiante en césure, et donc j'ai travaillé pour L'Oréal et pour Chanel en développement produit marketing. Donc, j'ai travaillé sur le développement des nouveaux produits pour les 3 prochaines années, ce qu'on appelle un plan marketing. Quand j'étais en études, et en stage, je me suis rendu compte de plusieurs choses, dont surtout de la toxicité pour l'environnement et quelquefois pour le corps humain ou le cheveu, des produits cosmétiques qu'on utilise, et aussi du manque d'efficacité et de sensorialité des alternatives naturelles. C'est-à-dire que souvent, tu utilisais un shampoing naturel, tu n'étais jamais content de l'effet qu'il y avait sur tes cheveux. C'était trop sec, pas assez sec, trop gras, problème de pellicule, de cuir chevelu. Il y a trop de problèmes. Et en partant de ça, j'ai commencé à faire plein de recherches parce que je suis un peu curieuse. Je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule et qu'on était en fait des centaines à avoir ce même problème en regardant des forums, des trucs sur Facebook, en publiant sur Facebook sur des groupes spécialisés et tout. Et en partant de là, je me suis dit, bon, j'ai une idée, je vais créer un shampoing au début solide pour tous les types de cheveux, qui va être le plus écologique possible, qui va être super clean, tout ça, je veux faire le produit parfait. Et donc, je pars en Startup Weekend pour tester mon idée. Je vous passe l'aventure du Startup Weekend, mais en tout cas, on a gagné le Startup Weekend. On a fait la finale. Après, il s'est passé ce que j'ai raconté avant, où on a fait la vidéo pour la finale. Et en fait, c'est cette vidéo qui m'a propulsée, parce que moi, à la base, je n'étais pas sûre que je voulais me lancer. J'étais sur le point de signer pour une alternance chez LVMH. Et au moment où j'ai gagné le Startup Weekend, je me suis dit, bon, il y a du potentiel, mais je ne suis pas vraiment sûre, parce que ce n'est pas parce qu'il y a 30 personnes dans une salle et un jury qui ont dit que mon projet avait de l'avenir que moi, je vais en vivre. Et donc, c'est là où j'ai fait la vidéo pour expliquer un peu le projet. Et c'est là où la vidéo a fait plus de, celle-là, 130 000 vues, milliers de likes, de commentaires, de messages dans mes emails LinkedIn, de gens qui me demandaient où ils pouvaient acheter un produit qui n'existait pas. À partir de là, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin. Et donc, que je ne créais pas un produit dans le vent et pour moi-même. Et donc, à partir du moment où tu as ta preuve de concept, comme on dit en marketing, eh bien, je suis allée commencer à créer le projet. Donc, j'ai commencé par tout ce qui est financement. J'ai obtenu une garantie de prêt, puis un prêt. Une fois que j'ai obtenu tout ça, je suis allée chercher un labo pour la formulation. Donc, j'ai fait d'abord un cahier des charges. J'ai fait énormément de recherches scientifiques pour comprendre de quoi je parlais. J'ai tout lu sur la structure du cheveu, sur le cuir chevelu, les pH, les histoires d'ingrédients controversés dans les shampoings, la structure d'un shampoing, tout ça. J'ai lu tout ce que tu pouvais trouver de façon scientifique là-dessus. Et après, j'ai choisi mon labo. Un coup de cœur mutuel, on va dire. Je ne vais pas détailler là. Mais en tout cas, j'ai trouvé un super labo, une super formulatrice. Puis ensuite, on a travaillé sur la formulation pendant 6 mois, de janvier à juin. Beaucoup d'allers-retours, de tests, de bêta-tests aussi. J'ai fait tester à ma communauté. J'ai fait voter ma communauté tout le long. C'est-à-dire que les gens qui m'ont rejoint l'année dernière, en août dernier, par rapport à la première vidéo et juste à l'idée, eh bien, ils suivaient l'aventure et puis ils suivaient mes news de temps en temps sur LinkedIn. Et moi, ce que je faisais, c'est que sur LinkedIn et sur Insta, je diffusais des questionnaires d'études de marché tout le temps. Quel type de flacon vous préférez entre le PET et l'alu? Quel type de pompe vous préférez entre celle-ci et celle-ci? Quel type de machin? Quel type d'ingrédient? Et en fait, je posais tout le temps des questions. Donc, ma base de données grossissait. En même temps, moi, j'étais plus sûre de ce que je faisais.
Et puis, une fois que tout ça c'est fait, que la formulation est finie, je prépare Ulule, qui était censé se lancer en juin, qui finalement a été lancé en septembre, puis finalement a été lancé en octobre parce qu'il y a toujours des retards de partout pour plein de raisons. Et puis voilà un petit peu comment ça s'est passé en version accélérée pour Labo. Est-ce que je peux revenir? Non, c'est bon. Combien coûte la recherche de la formule labo? Ça dépend du labo avec lequel tu travailles. Ça dépend du labo. Franchement, moi, le mien, je sais qu'il est assez cher. C'est une indépendante et c'est un choix que j'ai fait. Je pense que j'ai contacté une dizaine de labos. Une formule, ça, selon les labos, franchement, c'est tellement large. Selon les labos, c'est entre 1000 et 4000 euros la formule, je dirais, dans ces eaux-là. Ouais, moi, j'ai contacté beaucoup de labos. Ouais, On fera c'est une ça, session exactement. spéciale avec toi, Lisa, je pense. Il faudra qu'on fasse une session à part. Une pause cosméto avec Lisa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ou un événement comme ça. Hein. Oui, je vois un pouce par-ci, Christy. Ça vaut le coup. Hein. Ouais, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'aventures. Et combien j'estimais la base de données à peu près, j'avais dans les 1000 mails, 1000 à 2000 mails, quelque chose comme ça, au lancement de la haut. Oui, une session Lisa. Oui, on va faire ça. À quel moment on va prendre rendez-vous bientôt, hein, peut-être pas en janvier, mais à un moment donné, là, après le gros. Si vous ne pouvez pas tenir entre-temps, j'ai enregistré plusieurs podcasts où vous pouvez m'entendre pendant 1 heure straight. Vous pouvez rester dans le bain, sous la douche, en train de courir, vous pouvez m'entendre pendant des heures. Et suivez LinkedIn, ma foi. Sur LinkedIn, je trouve que tu incarnes bien la marque, ce que Fiona disait tout à l'heure. On pense aux réseaux sociaux classiques, mais LinkedIn, qui est un réseau social professionnel, justement, votre aventure entrepreneuriale, c'est ça. Et vous incarnez votre marque et dans votre campagne, on vous voit vous, on veut savoir qui est derrière. Ça fait partie des déclics qu'on peut avoir. Il faudrait suivre plus largement ton compte sur LinkedIn. C'est ça. Et puis en fait, les gens, ils n'achètent pas un produit, ils achètent pas ce que. Alors ça, c'est pas de moi la citation, hein, ça va faire très philosophique. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent la raison pour laquelle vous le faites et ils achètent qui vous êtes aussi. Donc quand vous achetez, je sais pas, quand vous êtes fan de télé-réalité, que vous achetez un rouge à lèvres à Nabila, c'est pas parce que vous vous dites que le produit est extraordinaire. Hein. C'est parce que vous êtes fan de Nabila. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, les gens, ils vont suivre l'aventure. Ou alors, ils ont vraiment un problème de cheveux, ils se disent que mon produit est le produit miracle, ce qui pourrait être le cas. Mais sinon, ils suivent une aventure, ils suivent une personne. Et c'est pour ça qu'incarner sa marque, c'est important. Mais après, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême et se dire ok, il faut absolument que j'incarne ma marque, mais moi je suis super timide, j'ai pas du tout envie de me montrer en vidéo, du coup je vais faire une vidéo super gênante où je vais être là bonjour, alors aujourd'hui et ça c'est le pire parce que si vous faites ça, vous risquez de faire l'effet inverse. Donc il faut vraiment trouver le juste équilibre entre est-ce que j'ai envie de me montrer moi en vidéo ou en photo, ou est-ce qu'en fait finalement ma marque c'est pas ça et ma marque c'est autre chose. Est-ce que ma marque c'est finalement une autre façon de communiquer. Il faut juste trouver sa façon de tourner la chose, quoi. Moi, je suis quelqu'un, comme vous l'avez vu, hyper à l'aise. J'aime bien la caméra, j'aime bien les interviews, ça me fait marrer. J'aime bien ça, je vois ça un peu comme un challenge à chaque fois. Et donc ça me fait kiffer, donc je le fais. Mais c'est pas pour tout le monde. C'est pas parce que ça marche pour ceux qui l'ont fait que ça a forcément marché. Merci. Fiona, tu veux le mot de la fin? Hop, merci Lisa. Je réactive mon son. Ouais, merci à tous. N'hésitez pas à me contacter. Vous aurez toutes mes coordonnées sur la presse. Puis mon adresse est très simple, c'est fiona@ulule.com. Donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question sur des thèmes qu'on n'a pas abordés pendant la presse, mais je pense que vous avez maintenant une overview globale de ce qu'est le crowdfunding et de comment réussir une belle campagne. Et puis écoutez, le principal, c'est la préparation. Vraiment, prenez le temps de vous préparer et puis si vous avez des questions, on est là pour y répondre avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Fiona, merci Lisa, merci à tous. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.